Salut à tous et bienvenue. Alors, une voix qui se perd, une petite douleur à l'oreille, on pourrait se dire que c'est banal. Mais comment est-ce que ce genre de symptômes, en apparence tout simple, peut lancer une véritable enquête médicale? C'est fascinant. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va suivre le parcours d'un diagnostic, vraiment étape par étape. Et pour que ce soit bien concret, tout part d'un cas réel. Imaginez, un patient, 60 ans, ancien fumeur, et voilà le problème. Sa voix a disparu depuis des semaines. Il a cette douleur étrange à l'oreille qui ne part pas. C'est ça, notre point de départ. Une véritable énigme médicale qu'on va essayer de résoudre ensemble. Et cette question, elle est vraiment centrale. Parce que le diagnostic, au fond, c'est bien plus qu'une science. C'est un peu un art, en fait. L'art d'écouter les signaux que le corps envoie pour essayer de comprendre ce qu'il tente de nous dire. Allez, on commence. Première section. Toute enquête, médicale ou non, commence par un problème, un point de départ. Et dans ce domaine, très souvent, tout commence avec ça. Une voix qui se perd. C'est un symptôme super courant, mais qui peut cacher beaucoup de choses. Alors on pourrait penser qu'on sort tout de suite les grosses machines, les scanners, etc. Mais pas du tout. La toute première étape, la plus cruciale en fait, c'est juste de parler, d'écouter l'histoire du patient. En médecine, on appelle ça l'interrogatoire. Un mot un peu fort, mais c'est bien ça. C'est là que les premiers indices, les plus importants, vont apparaître. Ok, passons à la deuxième grande étape. Maintenant que la discussion est lancée, il s'agit de collecter les indices. On va voir comment un spécialiste va, en quelque sorte, jouer au détective et assembler les pièces du puzzle à partir de ce que dit le patient pour commencer à construire ses premières hypothèses. Et ce n'est pas fait au hasard, c'est très méthodique. D'abord, le motif principal, pourquoi la personne est là. Ensuite, on creuse son passé médical, son âge, les circonstances. Et bien sûr, les facteurs de risque, comme le tabac ou l'alcool. Enfin, un point super important, l'évolution. Est-ce que ça va, ça vient, ou est-ce que c'est constant? Parce qu'un symptôme constant, comme pour notre patient, ça allume tout de suite un voyant rouge. C'est bien plus préoccupant. Et ce qui est fou, c'est que les indices ne sont pas que médicaux. Le mode de vie, c'est une mine d'or d'informations. Pensez-y, un prof, un chanteur de rock, ces gens-là utilisent leur voix comme un outil de travail. Ils la poussent à bout. Forcément, ça oriente tout de suite vers certaines pistes. Pareil pour les antécédents de tabagisme ou la consommation d'alcool. Tout ça, ça dessine un tableau d'ensemble. Bon, troisième phase. On a écouté l'histoire, on a le contexte. Maintenant, il est temps de chercher des preuves physiques, concrètes. On passe des mots du patient à ce que le médecin peut voir et toucher lui-même. C'est la recherche des signes. Et le tout premier regard, c'est souvent le plus simple du monde. Le fameux « ouvrez grand la bouche et dites « Ah !» Ça a l'air basique, mais c'est absolument fondamental. On inspecte tout. La langue, le palais, le fond de la gorge, à la recherche du moindre petit détail qui cloche, qui n'est pas à sa place. Et là, on voit bien la différence. D'un côté, ce à quoi ça doit ressembler, une muqueuse lisse, rose, bien symétrique. Et de l'autre, ce qui doit alerter. Une petite ulcération, une zone qui a une couleur bizarre, une asymétrie, ou une induration, c'est-à-dire une zone qui est dure au toucher. Et attention, ce qui est piégeux, c'est que même une toute petite lésion qui ne fait pas mal du tout peut être très significative. C'est typiquement le genre de chose qui va justifier d'aller plus loin avec une biopsie. Après l'intérieur, on passe à l'extérieur. L'enquête se déplace sur le cou. Et c'est là que ça devient intéressant. Le cou, c'est un peu comme une carte géographique de ce qui se passe à l'intérieur. Les ganglions, les glandes, tout ça nous donne des indices précieux sur l'état de la gorge et du larynx. Ici, ce sont vraiment les mains du médecin qui travaillent. C'est par la palpation qu'on va sentir les choses. On touche les cartilages, les glandes et surtout, on cherche des ganglions gonflés. Et c'est ça, le travail de cartographie. Un ganglion suspect à un endroit bien précis du cou, ça pointe directement vers une zone à l'intérieur. C'est un vrai système de correspondance. On regarde aussi si tout bouge bien quand on avale, l'aspect de la peau. Rien n'est laissé au hasard. Allez, on passe au niveau supérieur. L'examen physique a soulevé des doutes, des suspens. C'est le moment où la technologie entre en jeu pour aller voir ce qui se cache vraiment sous la surface, là où l'œil et la main ne peuvent pas aller. Pour regarder le larynx, on y va par étapes, c'est très logique. On commence souvent en consultation avec un petit miroir ou une fibre optique, un fibroscope, pour avoir un premier aperçu des cordes vocales en mouvement. Mais si on suspecte vraiment quelque chose de sérieux comme une tumeur, là, on ne peut pas s'arrêter là. L'étape suivante, c'est l'endoscopie sous anesthésie générale. C'est obligatoire. Ça permet de tout voir de très près, sans gêner le patient, et surtout de faire une biopsie, c'est-à-dire de prélever un petit bout de tissu pour l'analyser. Et pour l'imagerie, c'est un peu comme une boîte à outils. Chaque outil a sa spécialité.
L'échographie, par exemple, c'est génial pour un premier coup d'œil sur une grosseur dans le cou. C'est simple, rapide, sans danger. Mais si on veut vraiment une image ultra détaillée d'une tumeur suspecte pour voir sa taille, son extension, là on passe au poids lourd, le scanner ou l'IRM. Et le TEP scan, lui, c'est encore autre chose. C'est pour voir si un cancer confirmé s'est propagé ailleurs. Chaque examen répond à une question précise. On arrive maintenant à un point absolument crucial, le cinquième et dernier. Parce que pendant toute cette enquête, de l'interrogatoire à l'imagerie, le médecin a en tête 3 grands signes d'alerte, 3 avertissements cardinaux, comme on dit. C'est vraiment ce qu'il cherche à confirmer ou à infirmer. Le premier, c'est la dysphonie. C'est le terme médical pour dire une altération de la voix. Une voix rauque, faible, qui se casse. C'est le symptôme de notre patient, justement. Et c'est un signal d'alerte hyper important. Pourquoi? Parce que pour une tumeur située pile sur une corde vocale, la voix va changer tout de suite. Ça amène les gens à consulter plus tôt, et donc ça améliore énormément les chances de guérison. C'est une sorte de sonnette d'alarme naturelle. Le deuxième signe, c'est la dysphagie. Ça, c'est la difficulté à avaler. On a l'impression que ça bloque. Ça suggère tout de suite un obstacle physique, quelque chose qui gêne le passage. Et quand ça s'accompagne d'une perte de poids et surtout de cette fameuse douleur à l'oreille, l'otalgie, rappelez-vous notre patient, eh bien là, la suspicion d'une tumeur qui fait obstruction devient vraiment, vraiment forte. Et enfin, le troisième signe, sans doute le plus urgent de tous, la dyspnée laryngée. C'est une difficulté à respirer qui vient du larynx. Le signe qui ne trompe pas, c'est un bruit très particulier quand on inspire, un sifflement rauque qu'on appelle cornage. Si on entend ça, c'est une urgence. Ça veut dire que le passage de l'air est dangereusement rétréci et qu'il faut agir tout de suite. Et si on insiste autant sur ces signes, c'est pour une raison très simple et assez glaçante. Regardez ce chiffre. Pour les cancers de la tête et du cou, 2 diagnostics sur 3 sont faits à un stade déjà avancé. 2 sur 3. Et c'est souvent parce que les premiers symptômes, une petite gêne, une voix un peu rauque, ont été considérés comme anodins ou tout simplement ignorés. Donc le message à retenir, il est on ne peut plus clair, un diagnostic précoce peut absolument tout changer. En fait, comprendre tout ce parcours qu'on vient de voir, c'est surtout comprendre pourquoi il est si important de ne pas laisser traîner un symptôme qui s'installe. On termine sur cette question qui est finalement une invitation. Une invitation à être un peu plus à l'écoute. Qu'est-ce que notre corps essaye de nous dire? Savoir écouter ces signaux, c'est vraiment la toute première étape. C'est un message simple mais puissant.